On se retrouve aujourd'hui pour le jour 2 du feuilleton Kevin Federline contre Britney Spears. Oui, parce qu'il est censé être à ses côtés, mais croyez-moi, il est contre elle. Ou comme j'aime l'appeler, comment un ex devenu fauché essaie de se faire passer pour un témoin historique. Bonjour à toutes et à tous, ici Antoinette alias Miss FBI sous couverture. Et si hier on pensait avoir tout vu, je peux vous assurer que les souvenirs bancals, les larmes télévisées, les je veux juste son bien et les versions contradictoires d'une histoire vieille de 20 ans, on pensait vraiment avoir tout vu? Non. Kevin est revenu et cette fois il a décidé de tout vendre. La mémoire, la pudeur et même le dernier morceau d'intimité qui lui restait avec Britney. Cette vidéo elle est encore pire que la précédente, je peux vous assurer. Le livre s'appelle You Thought You Knew. Tu croyais savoir ou tu croyais que tu savais. Et à ce stade, on sait plus si le titre parle de Britney ou de sa propre capacité à inventer. Parce qu'au fil des pages, ils ne se contentent plus de raconter leur histoire, il la sexualise, il la diffame et il se ridiculise. L'enjeu de ce deuxième épisode, ce n'est plus une bataille de réputation, c'est une chute de la moralité. Kevin a transformé ce qui restait de son nom en franchise de tabloïd. Chaque chapitre est calibré pour un titre. Britney, infidèle, Britney, irresponsable. Et à chaque fois, la même ligne de défense. Je suis inquiet pour elle. Non, Kev, t'es pas inquiet, t'es affamé, parce qu'à force de tout raconter, t'exposes pas Britney, t'exposes ton propre vide, l'absence de matière, l'absence de substance, l'absence de carrière, l'absence de revenus, l'absence de dignité, l'absence de cerveau. Oh, mais c'est pas vrai, celui-ci, il va rejoindre mon top 3, Didi, Lively, Kevin. Aujourd'hui, on va dérouler le nouveau festival d'absurdité publié dans la presse ce dernier jour. On va parler de la première nuit où il raconte qu'il a couché avec Britney dès le soir de leur rencontre. On va parler de 2004 dans un hôtel, détail par détail, comme s'il écrivait pour Playboy. On va parler d'une offre à 100 000 $ pour ouvrir un... Ouais, comme quoi, tout arrive. Ah oui, je dois le biper, pardon. Parce que visiblement, l'éditeur n'est pas le seul à vouloir exploiter le buzz sur Britney. On va parler des accusations les plus graves. Britney aurait pris de la neige pendant l'allaitement. Oui, ça paraît pas si grave dit comme ça, mais vous avez très bien compris. Elle aurait bu pendant sa grossesse et pris des médocs. On va parler des messages privés de Jamie Lynn Spears, la sœur de Britney, qu'il publie sans scrupule pour se donner raison. Enfin, on va parler de la réaction explosive du monde entier, de Nicki Minaj qui le traite de bitch, jusqu'à Britney elle-même qui écrit « Tu veux juste être payé ». C'est un naufrage, mais c'est documenté et je suis là pour trier les faits, les mensonges et les motivations, le profit, la revanche, la nostalgie et surtout la peur d'être oublié. On y va les gars. Petit rappel avant de plonger dans le grand bain, Britney Spears a déjà raconté sa vérité dans The Woman in Me. Elle y parle de contrôle, d'humiliation et de renaissance et dans tout ce qu'elle a écrit, aucune trace de neige, aucune trace d'infidélité ou de couteau dans la chambre d'enfant. Ce contraste, c'est la clé. D'un côté, on a une femme qui se reconstruit, de l'autre, on a un homme qui s'effondre médiatiquement en direct. Enfin, j'espère que vous le voyez comme ça aussi. Alors accrochez-vous bien, on va décortiquer le nouveau business plan de Kevin Federline, sûrement pas rédigé tout seul parce qu'il en est bien incapable, celui où il échange la dignité contre quelques articles people. Et on commence par une scène, tout ce qui est plus vulgaire. Une scène vulgaire et inutile, la plus révélatrice de ce qu'il est devenu. Kevin Federline, 2025, 47 ans, qui raconte en détail sa première expérience sexuelle avec Britney Spears, comme si le monde entier en avait fait la demande. Non, je t'assure, personne ne voulait savoir en fait. Alors je te le dis, c'est pas un témoignage, c'est une candidature spontanée pour OF. La première nuit, la scène de trop. J'ai envie de dire, elles sont toutes de trop, les scènes dans ton livre, mais bon. Tout commence donc avec une phrase qu'on aurait préféré ne jamais lire. Je cite, « J'ai couché avec Britney Spears la nuit où on s'est rencontrés. » J'ai envie de vous dire, amusez-vous les gars, en fait. Franchement, si vous êtes tous les deux consentants, il n'y a pas de mal, hein. Voilà, c'est littéralement le premier souvenir que Kevin Federline a jugé bon de partager dans son livre. Pas leur premier date, pas le début de leur relation, pas le moment où ils sont tombés amoureux, non. Leur première fois, raconté comme un petit adolescent de 17 ans qui se vante au vestiaire de foot d'avoir chopé la pop star de l'école. Ouais, clairement. Pauvre mec. On plante le décor. 2004, Hollywood, un club, une star et un opportuniste ou un cafard. Kevin explique qu'ils se sont rencontrés dans une boîte de nuit à Los Angeles grâce à une danseuse. Et là, évidemment, on sait qui c'est Teresa Espinosa, la même Teresa qui, 20 ans plus tard, a pris la parole pour rappeler qu'elle les avait présentés et qu'à l'époque, tout était innocent. Autrement dit, elle lui a juste présenté Britney. C'est lui qui en a fait une histoire de chasse. Dans le livre, Kevin écrit « Le moment où je me suis assis, tout le reste s'est effacé. » Genre, coup de foudre, tu vois. C'était juste elle et moi. Ah ouais? Parce que dans la version de Teresa, c'était juste un club super bandé, une soirée normale et deux inconnus qu'on présente. Alors, merci Kevin, hein, mais pour Kevin, tout devient du cinéma. Et évidemment, le scénario finit dans un lit.
Il ne se gêne pas pour raconter l'anecdote très gênante, elle, en revanche, du bungalow du Beverly Hills Hotel. Kevin raconte que Britney Spears l'aurait invité à rejoindre son groupe pour un petit plouf de fin de soirée, genre un bain de minuit quoi, au Beverly Hills Hotel. Il décrit la scène. Elle avait un bungalow avec une piscine privée et un jacuzzi. Pendant que tout le monde nageait, elle m'a pris par la main, m'a entraîné à l'intérieur, elle s'est déshabillée. Je luttais pour retirer mon jean. Putain, mais même ça, t'es pas foutu de le faire. C'était en train d'arriver. Ouais, t'étais en train de te choper la star la plus connue du monde, quoi. Et il ajoute, désolé, je vais pas entrer dans les détails. Trop tard, Kevin, on y est déjà. Parce qu'à ce stade, on n'est pas en train de lire un mémoire, on lit un vieux script de film corno. Et surtout, on comprend que ce livre, il est pas là pour raconter la vérité, il est là pour rappeler au public que toi, Kevin, mec inconnu, nobody, t'as pris du plaisir avec Britney. Breaking news, on s'en doutait, hein. Vous avez eu 2 enfants, crétin. La ligne la plus pathétique, Kevin conclut ce chapitre en expliquant que tout a commencé par le physique et que cette nuit est devenue 3 jours enfermés dans le bungalow. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? Enfin, faites ce que vous voulez, vous étiez jeune, mais allez-y, amusez-vous. Alors lui, il appelle ça une idylle, mais nous, parce qu'on est des connaisseurs, on appelle ça une opération de séduction accélérée avant opportunité professionnelle. Parce qu'à peine quelques mois plus tard, ils étaient mariés, et Kevin avait troqué son job de danseur pour celui de mari célèbre. C'est simple, Britney a été sa carrière. Et ce qu'il fait aujourd'hui, c'est rejouer le même scénario. Sauf qu'à 47 ans, la scène du bungalow, ça fait plus rêver personne, tu vois. Le physique de Kevin non plus, hein, si toutefois il a déjà fait rêver une femme à un moment donné. Mais après, chacun ses goûts, hein. Cette scène, elle met juste extrêmement mal à l'aise. Mais attention, ce passage est crucial. Pas parce qu'il est choquant, pas parce qu'il est salace, mais parce qu'il montre comment Kevin se perçoit encore comme le centre de l'histoire. Il parle pas de Britney comme d'une femme, mais comme d'un trophée, une conquête, un moment d'ascension sociale pour lui. Oui, parce qu'elle, c'était pas de l'ascension, c'était de la descente, hein, croyez-moi. Et c'est tragique, parce que ce qui aurait pu être une belle rencontre devient dans son livre une anecdote smexuelle pour vendre du papier. Je pense qu'il va vendre son livre à des hommes qui veulent savoir comment elle est foutue au lit, potentiellement. Je vois pas une femme qui pourra acheter ce livre, vraiment. Le contraste avec Britney, dans son propre livre, The Woman in Me, elle parle de cette époque comme d'un moment d'euphorie et de liberté avant la chute. Elle évoque le sentiment d'être aimée, de respirer enfin hors de l'industrie. Avec Kevin, hein. Oui, comme quoi, finalement, elle y trouvait quelque chose de positif. Jamais elle ne smexualise cette période. Jamais elle ne rabaisse Kevin. Elle écrit tout avec douceur, même quand elle parle de désillusion. Lui, 20 ans plus tard, il parle pas d'amour, non. Il parle de smex, de corps, de fantasmes. Et c'est ça qu'il trahit. Il n'a jamais aimé Britney Spears. Il a aimé le pouvoir d'être celui qui pouvait parler d'elle, le pouvoir que lui conférait son rôle de mari. Et ce pouvoir, c'est tout ce qui lui reste et il l'exploite encore aujourd'hui alors qu'il est plus son mari et qu'il est marié à une autre femme. Moi, je serais jalouse à sa place, mais bon, en tout cas, je lui dirais, mec, shut up. En tout cas, à peine ce passage révélé, je vous le donne en mille, les tabloïds se sont rués dessus. Les gros titres, allez, vas-y, je vous les balance. Kevin Federline raconte leur première nuit torride. Ouais, mais pas un mot sur ce que ça dit de lui. Un homme qui, 20 ans plus tard, essaie encore de monétiser le moment où il a touché l'intouchable, l'icône mondiale. Sincèrement, quand t'es prêt à décrire ta vie intime avec la mère de tes enfants pour faire la une, t'as plus de carrière, t'as une dépendance à la notoriété, mon gars. Oh, maintenant, on va parler de la grosse plateforme OF, le symbole parfait. À peine les extraits les plus embarrassants de son livre sortis, on propose à Kevin Federline une offre de $100 000 pour lancer un compte sur la plateforme OF. Et honnêtement, on n'a même pas été surpris. Parce que quand un homme passe son temps à capitaliser sur son ex, la suite logique, c'est de capitaliser sur son torse. Je ne veux body shamer personne, mais je tiens quand même à dire que cette proposition me surprend parce qu'il n'entre pas dans les standards des mannequins musclés, mais chacun ses goûts. Alors, c'est une offre en or ou c'est une offre en désespoir de cause? L'offre vient d'un collectif privé appelé The Circle, un club très sélect réservé aux top créateurs de la plateforme. Ils lui promettent $100 000 plus la gestion complète du contenu, la production, le marketing, tout. En gros, t'as rien à faire, Kevin, juste être Kevin. Je suis même pas sûre qu'il sache le faire. Il sait être Kevin, l'ex-mari de Britney. Mais bon. Et c'est là que ça devient ironique. Pendant des semaines, il dit qu'il écrit son livre pour préserver la dignité de sa famille. 3 jours plus tard, il reçoit un mail pour lui dire « On te donne 6 chiffres si t'enlèves ton t-shirt. » Le karma, le sens de l'humour. Qu'on soit bien d'accord, hein, cette offre résume parfaitement l'arc narratif de Kevin Federline. Il est passé de danseur de tournée à mari de superstar à rappeur échoué, à père à plein temps, à influenceur raté et maintenant potentiel créateur de contenu muy caliente, si on peut dire ça comme ça. C'est le cycle complet de la dépendance à la célébrité. Hein. Quand t'as plus rien à raconter, tu monétises ton corps et si ça suffit pas, tu revends les souvenirs de quelqu'un d'autre.
Bon, là, en l'occurrence, il commence par vendre les souvenirs et ensuite il a son plan B, la plateforme. L'ironie du calendrier, parlons-en. Ce qui rend le tout encore plus pathétique, mon petit Kevin, c'est que l'offre, elle arrive pile la semaine où ton livre est médiatisé. Les journalistes le savent, les producteurs le savent, et tout le monde comprend que Kevin, malgré ses grands discours, n'a jamais été aussi proche du rôle qu'il méprise, celui de l'homme entretenu. Parce qu'il faut rappeler une chose, la pension alimentaire est terminée, Britney ne verse plus un centime depuis de nombreuses années. Et comme par hasard, c'est pile à ce moment-là que les révélations pleuvent, mais surtout les souvenirs reviennent. Tout tombe au même moment, comme un plan de relance personnel. On sent que ton compte en banque, il était en train de tousser, tu vois. Voilà comment moi je vois les choses. Ce besoin constant d'exister dans l'ombre de Britney, c'est plus qu'un business, c'est une dépendance narcissique. Kevin ne cherche pas la rédemption, il cherche le projecteur. Encore une fois, je vous l'ai dit, le mec il est prêt à donner une interview à un feu rouge. Et la plateforme Muy Caliente dont on parle, c'est exactement ça. Une lumière artificielle sur un vide intérieur. Je ne critique pas ceux qui le font pour nourrir leur famille, et en plus, si vous y prenez du plaisir, tant mieux pour vous. Mais il y a quand même une grosse dissonance et un énorme écart entre son discours où il veut sauver sa dignité et le fait de se foutre à poil, quoi, qu'on soit bien d'accord. D'ailleurs, il y a quelque chose de presque symbolique. Pendant que Britney, elle se bat depuis des années pour retrouver sa vie privée loin des projecteurs, lui, il s'offre pour $100 000 la promesse de tout exposer. Oui, tout. Oh, c'est l'inverse absolu de la guérison. Mais en même temps, si ça lui permet d'exister, et bien sûr les médias adorent, TMZ, People, Us Weekly, tout le monde en parle parce que Kevin Federline, c'est du clic assuré. Et lui, il entretient parfaitement ce cycle. Lui parle, eux titrent. Il réagit, eux republient. C'est un écosystème du scandale qui ne fonctionne que parce que Kevin continue de tout leur donner. Et c'est pas un hasard si, dans la même semaine, il révèle à la fois sa première nuit avec Britney et une offre chez OF. L'un nourrit l'autre. Le SMEX vend le drame vend le livre attire les offres. C'est une machine cynique, parfaitement huilée. Et c'est pas fini, parce qu'après avoir transformé leur intimité en best-seller et son nom en monnaie d'échange, Kevin s'attaque maintenant à ce qui lui reste. Sa réputation de mère, oui, celle de Britney. Les prochains chapitres sont encore plus violents, je tiens à vous prévenir, vous allez être énervés. Il accuse Britney de sniffer de la neige en allaitant et de boire en étant enceinte. Des accusations sans preuve, mais parfaite pour vendre des pages supplémentaires. Alors je vous emmène maintenant dans la partie la plus sombre et la plus stratégique de sa campagne, celle où il tente de faire passer Britney pour une mère indigne pour justifier sa propre médiocrité à lui. Comme dirait ma grand-mère, on n'a pas besoin de souffler sur la bougie d'un autre pour briller par soi-même quand on a du talent. On va parler des accusations de substance et d'alcool, la mécanique de la diffamation. Alors, c'est là que Kevin franchit une nouvelle ligne. Après avoir vendu leur intimité, il s'attaque à ce qu'il y a de plus sacré, la maternité. Dans les nouveaux extraits de You Thought You Knew, il affirme que Britney Spears aurait pris de la neige pendant qu'elle allaitait. Ouais, vous avez bien entendu. Il prétend être entré dans une pièce et l'avoir vue sniffer une ligne de neige alors qu'elle était encore en phase d'allaitement, en train d'allaiter son fils. Il raconte: j'ai ouvert la porte, j'ai vu Britney et une amie avec des perruques en train de sniffer sur la table. J'ai supplié: ne rentre pas allaiter les enfants comme ça. Appelle ta mère. Il faut du lait en poudre. Non mais mec, t'es le père en fait. Le lait en poudre, tu vas l'acheter toi-même, crétin. Sauf que, aucune photo, aucun témoin, aucune date, aucun contexte, juste Kevin Federline qui affirme. Et évidemment, Variety publie l'extrait, TMZ fait la une, et les gros titres s'alignent. Kevin, Britney prenait de la neige pendant l'allaitement. Traduction: Kevin, j'ai plus de pension, mais de l'imagination. Le schéma se répète, chaque révélation suit le même modèle. Une accusation impossible à vérifier. Un ton dramatique presque religieux. Une morale sur la paternité exemplaire. Bah non, va l'acheter le lait, en fait, t'as pas besoin de la grand-mère pour aller acheter du lait. Crétin. Oh, débilos. Et derrière tout ça, une stratégie vieille comme le monde. Plus tu décris une femme comme instable, plus toi tu parais rationnel. Bah oui, mais bon, encore une fois, plus tu insistes sur son désordre, plus toi tu sembles héroïque. C'est le gaslighting par la plume. Et 2 jours plus tard, il l'attaque sur sa grossesse. Parce que visiblement, Kevin s'est découvert une vocation d'expert en gynécologie rétroactive, il enchaîne dans People avec une nouvelle confession. Britney buvait de l'alcool alors qu'elle était enceinte et sous traitement médical. C'était dangereux. Un simple verre de vin avec des médicaments équivalait à une bouteille entière. Et il ajoute, dramatique: je l'avais déjà vu boire en allaitant. C'était très dur à regarder. Oh mon Dieu, j'ai envie de le buter. Mais ce qui est dur à regarder, c'est surtout la manière dont t'es en train de fabriquer des scènes pour te positionner en père idéal, en fait. À force de se répéter, Kevin s'imagine dans un film où il joue le rôle principal. Je suis sûre qu'il est en train de croire à ses propres mensonges. Sauf que, en fait, personne ne lui a donné le scénario, il est en train de l'écrire tout seul. C'est une nouvelle Blake. Et on le sait, Britney, elle avait déjà répondu à tout ça. Dans son livre The Woman in Me, Britney écrivait noir sur blanc: je n'ai jamais eu de problème d'alcool,
je dois vous le dire, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ça fait partie des règles que je dois citer quand je parle d'alcool. Elle continue en disant « Je n'ai jamais été attirée par les substances dures, j'ai pris les médicaments qu'on m'a imposés ». Et cette phrase suffit à démonter tout le roman de Kevin. Parce que Britney, elle écrit avec mémoire et douleur. Lui, il écrit avec opportunisme et nostalgie, et amertume, et jalousie, et pression financière. On va parler du timing parfait et dégoûtant. Bah oui, parce que ces accusations, elles n'arrivent pas par hasard. Elles sortent pile avant la publication officielle du bouquin, ou du torchon. Chaque fuite est orchestrée pour créer un buzz, un scandale, un titre. Et derrière chaque accusation, la même mécanique. Britney, toxique. Kevin, courageux. Le pire, il invoque même Jamie Spears, le père de Britney, celui qui a dirigé la tutelle. Il écrit qu'il l'a vu hocher la tête, inquiet. Comme si d'un seul coup, Jamie Spears allait redevenir une source crédible sur le bien-être de sa fille. Non mais le mec est une ordure aussi. Attention, quand tu cites Jamie Spears pour prouver ta bonne foi, c'est que tu viens officiellement de perdre ton procès moral et le neurone qui te restait, tu vois. Et comme si ça suffisait pas, Kevin décide de jouer la carte la plus sale. Oui, parce que c'est encore possible. Impliquer la famille Spears. Et pas n'importe qui. Pas pour la réconcilier, mais pour se justifier. Il sort des messages privés de Jamie Lynn Spears, la sœur de Britney. Il les publie dans son livre sans autorisation. Et je vous préviens, on vient d'entrer dans la partie trahison familiale. Les messages volés de Jamie Lynn Spears, l'ultime coup bas. À ce stade, on pensait que Kevin Federline avait déjà tout vendu. Les souvenirs, les nuits, la dignité. Mais non! Dans son livre You Thought You Knew, il décide de franchir une nouvelle étape. Exposer les conversations privées de Jamie Lee Spears, la sœur de Britney Spears, la sœur, celle qui déjà traîne ses propres casseroles, qu'on soit bien d'accord, mais qui reste une figure de douleur dans la famille. Et lui, il publie ses messages dans un livre. Alors évidemment, je vais vous donner un peu de contexte. Selon Kevin, ces messages auraient été envoyés non pas à lui, comme quoi, encore une fois, il est personne, en fait, personne ne lui écrit, mais à sa femme actuelle, Victoria Prince. Alors déjà, premier drapeau rouge. Pourquoi est-ce qu'elle les a gardés? Deuxième drapeau rouge. Pourquoi est-ce que toi tu les publies? Troisième drapeau rouge. Pourquoi, après 20 ans, reparler d'une femme qui n'a rien à voir avec ton divorce? En fait, vous êtes deux morpions et vous vivez encore sur le dos de Britney. Vous l'avez toujours fait. On va parler du contenu des messages. Kevin raconte que Jamie Lynn Spears aurait écrit à sa femme, et je cite ce qu'elle aurait écrit. Honnêtement, ça me fait pleurer. Je ressens tellement de compassion pour les garçons. Je suis sa petite sœur et j'arrive pas à imaginer ce que ses enfants doivent vivre. J'ai toujours voulu qu'elle aille mieux, surtout pour eux. Puis elle aurait ajouté « Je ne comprends pas comment elle peut être aussi déconnectée de la réalité. » Elle était complètement... à cause de son père. J'ai passé ma vie à faire attention à ne pas la blesser, à la soutenir. Mais j'ai dû finir par me protéger moi-même. Faux, archi faux, tu l'as enfoncée quand elle était au plus bas. Et elle termine par « Je suis reconnaissante que les garçons aient grandi entourés de stabilité et de gentillesse, grâce à toi et Kevin. » On va s'arrêter là. Parce que oui, c'est triste. Oui, ça montre une famille fracturée. Mais c'est pas un scoop. C'est un SMS privé échangé entre deux femmes sans intention de publication à la base. Et Kevin, au lieu de protéger cette correspondance, il l'imprime dans un livre vendu 24,99 si vous voulez l'acheter. S'il vous plaît, l'achetez pas, on le boycotte tous. Pour être honnête, ce passage en dit plus sur Kevin que sur Britney. Il veut qu'on voit en lui le sauveur, l'homme qui a offert à leur fils un environnement sain, pendant que Britney perd des pieds. Sauf que cette rhétorique, c'est celle qu'on retrouve dans tous les récits de contrôle patriarcal. L'homme rationnel, la femme hystérique, le père protecteur, la mère instable. En gros, un storytelling parfait pour justifier la domination. On dirait bien que Kevin a lu le Gaslighting for Dummies, le gaslighting pour les nuls, et qu'il en fait son plan marketing. Alors pourquoi publier ces messages maintenant? Tout simplement parce qu'ils ajoutent une couche de légitimité émotionnelle. C'est les seules preuves qu'il est capable de montrer dans le livre a priori. Ces messages donnent l'impression qu'il n'est pas le seul à penser que Britney va mal. Sa sœur aussi, elle est utilisée ici comme caution morale. Pas comme sœur, pas comme témoin, mais comme preuve à charge. Et c'est ça le génie tordu de Kevin. Il crée pas un mensonge pour le coup là. Il recycle la douleur des autres pour valider son propre discours. Et Jamie Lynn, dans tout ça, est-ce qu'elle répond? Non. Silence radio, pas un mot, pas un post, rien. Elle ne confirme rien, mais attention, elle ne dément rien non plus. Et ça en dit long. Elle sait probablement que répondre, ça serait raviver un feu déjà hors de contrôle. Mais si ce silence ne vaut pas une approbation, ça vaut pas une négation non plus. Alors ça peut peut-être être une preuve d'épuisement ou juste l'envie de ne pas encore entrer en conflit dans la famille, je n'en sais rien. Parce qu'il faut être honnête, la famille Spears vit depuis 20 ans dans un cycle de trahison, de vente d'histoires, d'alliances temporaires, et Kevin s'y insère comme un parasite opportuniste. Mais voilà, ce coup bas de trop n'a pas eu l'effet escompté. Au lieu de susciter l'empathie, il a provoqué une révolte publique. Les réseaux sociaux se sont embrasés, et dans la mêlée, une voix inattendue s'est élevée. Nicki Minaj, Nicki, la reine du micro et du clash qui n'a pas mâché ses mots.
La prochaine partie, c'est du feu pur et dur parce que Nicki Minaj a dit tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Et là, mes petits agents citronnés, c'est le moment que j'attendais plus que tout. Parce qu'à force de vouloir salir Britney, Kevin Federline a réussi l'impossible. Se faire détester par tout Internet, ça ok, mais aussi et surtout par Nicki Minaj. Ouais, Nicki, la reine du micro, la patronne du verbe, celle qui ne mâche jamais ses mots. Et quand Nicki s'énerve, il n'y a pas de communiqué poli. Il y a une exécution en direct. On va parler de sa punchline qui a fait trembler. Tout est parti d'un post de Britney. Britney avait écrit « Je n'en peux plus de ce gaslighting constant. Ceux qui me connaissent savent qu'il essaie juste de se faire de l'argent avec des mensonges. » Fin de citation. Quelques heures plus tard, Nicki Minaj tombe sur le post. Elle le repartage et elle écrit en lettres capitales « Kevin Federline, bitch, when I got you ». Je traduis « Kevin Federline, espèce de lâche ». Et encore c'est poli. Si je t'attrape, en gros, prépare-toi quoi. Alors le message a été supprimé depuis, mais vous vous en doutez, il a été screenshoté, archivé, remixé, encadré sur tout Internet. Et pour une fois, tout le monde était d'accord. Nicki a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Pourquoi est-ce que c'est un moment fort ? En fait, c'est parce que Nicki Minaj, c'est pas juste une star, c'est une femme qui, elle aussi, a été traînée dans la boue, jugée, analysée, déformée, smexualisée, humiliée. Elle sait exactement ce que Britney a vécu. Alors quand elle intervient, c'est pas pour le buzz, c'est pour rétablir l'équilibre. Et son message brutal mais juste a fait ce que personne d'autre n'avait réussi à faire depuis longtemps. Remettre le cafard, aka Kevin Federline, à sa place. Un homme qui prétend protéger sa famille tout en publiant les pires accusations imaginables contre la mère de ses enfants. Ça, Nicki, elle est pas d'accord. Alors voilà, résumé efficace, précis, incontestable. Et comme je vous l'ai dit sur les réseaux, ça a été un raz-de-marée. Des milliers de commentaires. Enfin, quelqu'un le dit. Kevin, tu vis encore sur son nom. Team Britney pour toujours. Et c'est pas juste la fanbase hystérique, c'est une réaction morale, parce que tout le monde a compris maintenant. Kevin Federline ne raconte pas une histoire, il vend une humiliation. Oui, il a écrit un livre pour humilier Britney. Nicki Minaj a été la première célébrité à le dire avec des mots crus, mais depuis d'autres ont emboîté le pas, des créateurs, des médias féministes, des fans, des anciennes danseuses, tous dénoncent le même schéma, le patriarcat version tabloïd. Kevin, lui, il fait semblant de pas entendre, évidemment. Il était invité sur le plateau de TMZ Live pour réagir. Et il a évité soigneusement le sujet. Il a dit, je cite, « Je ne suis pas là pour les clashs. Je suis là pour mes enfants. » Ouais. Et aussi obtenir un contrat OF. Oui, mais du coup, c'est pour tes enfants parce que tu pourras les faire manger. Traduction. J'ai pas de réponse crédible, donc je vais jouer la carte du papa sage. Je me tais. Sauf qu'à ce stade, plus personne n'achète ton rôle, Kevin. Parce que ces révélations ne servent ni tes enfants, ni la mémoire de ton ex-femme, Britney. Elles ne servent que ta notoriété temporaire et encore. Oui, profite bien des plateaux parce que ça va pas durer longtemps. Et c'est ça que Nicki a compris. Elle a vu à travers le vernis, à travers la fausse bienveillance, et elle a mis le mot exact sur ce qu'il est devenu. Un opportuniste en quête d'attention. Bon, ok, elle a appelé BITCH. Mais vous voyez ce que je veux dire. Après le tweet de Nicki, la conversation change complètement de ton. On ne parle plus de Britney instable, on parle de Kevin toxique. Les médias recalibrent leurs titres. Les journalistes soulignent l'absence de preuves dans ses propos et soudain, l'image du père inquiet s'effrite. C'est fou, hein? Il aura suffi d'une punchline de quelques mots pour pulvériser tout un plan de communication. Pendant ce temps, Britney observe. Ouais, fidèle à elle-même, elle reste calme. Pas de crise, pas de drame, juste un message clair. Je cite. Ce qu'il fait est cruel. J'ai toujours supplié pour voir mes enfants. Et maintenant, il transforme ma douleur en marketing. Et derrière cette phrase, on sent tout. La fatigue, la dignité, la tristesse d'une femme qu'on refuse de laisser tranquille. Mais Britney n'allait pas s'arrêter là. Parce que cette fois, elle en a eu assez. Assez des livres, assez des interviews, assez des insinuations. Et surtout, assez qu'on la décrive sans jamais la laisser parler. Assez qu'on lui vole sa propre parole. Alors pour la première fois depuis des mois, elle a pris la parole directement, encore une fois sans intermédiaire, sans manager, sans filtre. Et sa réponse ? Un uppercut à nouveau. Je vous emmène directement dans la dernière manche, celle où Britney dit enfin à Kevin Federline ce que tout le monde pense depuis 20 ans. Alors Britney, elle répond « Tu veux juste être payée ». Enfin le moment qu'on attendait, la réponse de Britney Spears, pas un communiqué rédigé par son équipe, pas une déclaration filtrée par un avocat, mais un message direct, brut, sincère, posté sur ses réseaux sociaux, son propre compte, sans intermédiaire. Parce qu'après des jours de titres, de rumeurs, de citations tirées d'un livre qu'elle n'a jamais validé, Britney a dit stop. Je vous lis son message. Je suis à 100% en désaccord avec la manière dont il m'attaque dans ses interviews. C'est évident, il n'a plus reçu d'argent de moi depuis 5 ans et il essaie juste d'être payé. Boum! Pas de détour, pas de sous-entendu. Britney met un mot sur ce que tout le monde savait. Le mobile, c'est l'argent. Et elle continue de manière totalement lucide.
Je cite, « Si tu aimes vraiment quelqu'un, tu ne l'aides pas en l'humiliant. » Cette phrase, c'est le cœur de tout, parce qu'elle vient d'une femme qui pendant des années a été humiliée par des hommes qui prétendaient l'aimer, son père, ses managers, ses ex, et maintenant son ex-mari remet une pièce dans la machine. Mais cette fois, elle ne se tait plus. Et surtout, vous l'avez bien compris, Britney est la première à dire que le livre de Kevin est simplement un prétexte pour, encore une fois, l'humilier en 2025. Britney joue pas la colère, elle joue la lucidité, elle refuse d'entrer dans son terrain. Pas d'insultes, pas de vengeance, pas de bitch fight. Elle fait ce que Kevin est incapable de faire, elle se tient droite. Et sa phrase finale est déchirante. Ce qui me fait le plus peur, c'est à quel point il est devenu sérieux et en colère. Les gens n'ont aucune idée, c'est bien pire que ce qu'ils imaginent. Entre les lignes, on est d'accord, c'est un cri d'alarme. Je cite Britney, « Cet homme n'est pas juste amer, il est dangereux. » Et on est d'accord, parce que toute cette violence verbale, cette rancune recyclée, ces détails sordides, révélés et répétés, c'est pas du marketing, c'est une obsession. Britney ajoute aussi, « Mes fils n'ont presque plus de contact avec moi. Un ne m'a vu que 45 minutes en 5 ans, l'autre 4 fois. J'ai de la fierté moi aussi. À partir de maintenant, je leur dirai seulement quand je suis disponible. » C'est pas une pique, c'est une reprise de pouvoir. Une femme qui décide enfin de ne plus supplier, de ne plus quémander l'amour ou la validation, ni des ex, ni d'enfants manipulés par son image publique. Et cette phrase finale est pleine de force. Je cite, « Ces petits mensonges dans son livre iront droit à la banque, et au bout du compte, je suis la seule qui continue à souffrir vraiment. » Alors, parlons de l'ironie du sort. Parce qu'au fond, Kevin pensait que le livre allait la rabaisser une dernière fois. Mais il a obtenu l'effet inverse. Il s'est auto-enterré médiatiquement. Chaque révélation a souligné son vide, son amertume, son opportunisme. Et à chaque fois que Britney a parlé, c'était pour rappeler une chose simple. Je suis libre, je suis lucide et je n'ai plus besoin de me défendre. La seule personne encore prisonnière aujourd'hui, c'est lui, qui est bloqué dans son ancien mariage. Tadadam, verdict du public. Les réseaux ont tranché. Team Britney, encore et toujours. Les fans ont reposté ces messages avec le hashtag Leave Britney Alone, laissez Britney tranquille. Symbole d'une cause qui dépasse le simple people drama. La manière dont on détruit les femmes publiques encore et encore sous couvert de témoignages. Et ce qui est fou, c'est que même les médias qui avaient relayé Kevin se sont retournés contre lui. TMZ, People, Us Weekly, tous ont soudain titré sur la réaction émouvante de Britney. Comme quoi, même les tabloïds ont une limite. Après, ils vont continuer à relayer ce que poste Kevin, parce que ça leur fait du fric, y a pas à dire. Que faut-il retenir de toute cette vidéo? Kevin Federline voulait écrire « You thought you knew », tu croyais savoir, mais au final, tout ce qu'il a prouvé, c'est qu'on savait déjà que sans Britney Spears, t'es personne, tu n'existes pas. Quant à Britney, elle n'a plus rien à prouver. Elle a survécu à la machine, à la tutelle, à la honte publique, et maintenant, elle survit au dernier parasite qui voulait encore vivre sur son nom. Et comme elle le dit si bien, « Je suis une femme intelligente qui essaie simplement de vivre une vie normale et sacrée. » C'est tout ce qu'elle voulait et c'est tout ce qu'il n'a jamais supporté. Alors voilà mes petits agents citronnés, le dossier Kevin Federline jour 2, un homme qui voulait écrire son grand retour et qui est en train de signer son propre effacement. C'était Miss FBI sous couverture, on ne juge pas les ex, on archive les faits, et dans cette histoire le verdict est clair, Britney Spears 1, Patriarcat 0. Si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, et si vous voulez qu'on en discute ensemble, n'hésitez pas à laisser un petit message dans les commentaires, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.